Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, lundi 16 mai 2022, merci de nous suivre. Nous parlons aujourd'hui de deux grands sujets, deux grandes questions d'actualité. Nous en parlons. D'abord la question de l'état des sièges, ensuite la question épineuse du, on va dire, est-ce qu'il y a un divorce ou simplement des secousses au sein de la Mouka? Est-ce que Fayoulou boude ou c'est plutôt Mozuto qui tourne un peu le dos? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à cette émission. Je reçois donc deux invités, pas les moindres, de haut cadre. Je parle d'abord du CG du Nouvel Élan, le parti cher à Adolphe Mozuto. Il est avocat et il nous parle aujourd'hui à cœur ouvert de toutes ces questions. Je reçois en même temps le gouverneur honoraire du Nord, Ubangui, Isato Nzege. Avec lui, nous allons aussi parler de la même question, ces deux questions principales. Tout de suite, messieurs et dames, commençons avec l'actualité. 24 juin 2019, 24 juin 2022, 3 ans depuis que Félix Tshisekedi a accédé à la magistrature suprême. L'éradication de groupes armés figure parmi les priorités qu'il avait affichées. Depuis 1 an, l'état des sièges est utilisé comme un instrument pour écraser la dissidence dans le Nord Kivu et l'Ituri. Malgré 22 prorogations de l'état des sièges, le nombre de civils tués en 1 an par les groupes armés a doublé. C'est à ces motifs que les voix se sont levées pour exiger la levée de ces régimes spéciaux. Comme on peut le constater, et au mépris de la loi, les forces de défense et de sécurité ont été dotées de pouvoirs étendus qui ne sont pas justifiés dans le seul but de réduire au silence les activités des droits humains et donc l'état de siège, au lieu de solutionner l'insécurité qui a élu domicile dans cette partie du pays, est devenu un véritable problème. Alors, il faut bien rappeler que ce n'est pas le propos de Congo, ce n'est pas du tout, ce n'est pas notre manière d'analyser, ce n'est qu'un fait, et on va essayer d'en parler tout à l'heure. Alors, je reçois, comme je l'ai dit, le CG, Blanchard Mongomba, et M. Isato, qui est le gouverneur honoraire. Donc, je m'habituerai de vous appeler de temps en temps Excellence, gouverneur. Ben, ça, on va essayer de faire ça comme ça. En même temps, le CG des Nouvel Élan. Comment allez-vous? Je pense avec vous, Blanchard Mongomba. Comment allez-vous? Je veux très bien, cher Christian Bossembe. Je salue mon co-débatteur, Monsieur Isato. C'est toujours un réel plaisir lorsque on est en face d'un responsable, quelqu'un qui a géré l'État dans sa partie au niveau provincial. C'est intéressant puisque sûrement il va quand même essayer de nous déballer, nous dire concrètement comment l'État fonctionne, mais du moins nous sommes là pour apporter notre concours puisque comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui dans la résistance, nous sommes appelés demain à remplacer ceux qui gèrent aujourd'hui parce que nous estimons qu'ils ne gèrent pas selon les règles de l'art. Voilà pourquoi nous pensons que nous devons parler avec notre peuple de manière à prendre ses responsabilités. Mais nous devons le faire avec manière parce que si nous pensons que ceux qui sont là aujourd'hui ne gèrent pas bien, nous devons prouver en quoi est-ce que nous sommes meilleurs par rapport à eux, de manière à donner l'opportunité, la possibilité à notre peuple de nous faire confiance. Voilà pourquoi lorsque nous venons sur ces genres de plateaux, nous faisons un effort de donner les meilleurs de nous-mêmes de manière à laisser la liberté, la possibilité à notre peuple de se préparer au choix qu'il devra faire d'ici 2023. On vous accuse, vous avant de commencer, on vous accuse d'être des extrémistes. De votre côté, vous n'avez que Tshisekedi dans votre bouche et vous n'avez pas de proposition. Est-ce que vous gobez ces remarques ou vous dites non, c'est pas nous, mais vous connaissez ceux qui insultent? Non, ben moi je crois que Monsieur Tshisekedi, moi je l'appelle bien Monsieur Chilombo, c'est en quoi on m'accuse de tous les mots, pourquoi Chilombo, tout ça, mais je dis c'est son nom. Moi je suis juriste, je suis avocat, je sais que le fait d'appeler Monsieur Christian n'est pas l'appeler Bossembe, cela ne constitue en rien une infraction. Voilà. Mais maintenant, nous, être extrémistes, je ne pense pas. Seulement, lorsque nous nous définissons comme résistants,
nous nous fondons sur le fait que les élections de 2018, pour nous pouvons avoir raison comme tort, mais c'est ça notre position, c'est que nous reconnaissons avoir gagné ces élections. Malheureusement, il s'est fait que nous, comme groupe, la MOUCA, nous ne gouvernons pas, ce qui fait que nous considérons que le pouvoir qui nous a été confié par le peuple a été simplement confisqué. Voilà pourquoi, partant de ces postulats, nous ne pouvons pas nous définir comme opposants, parce qu'un opposant s'est défini comme un groupe d'acteurs qui ont été aux élections de manière démocratique et qu'ils ont perdu démocratiquement, et par conséquent, ceux qui gèrent aussi de manière démocratique. Or, nous considérons que ceux qui gèrent ne gèrent pas de manière démocratique parce que nous avions gagné les élections, mais il s'est fait que nous ne gouvernons pas. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes résistants, parce que il faut faire échec, comme le dit l'article 64 de la Constitution, à ceux-là qui n'ont pas pris le pouvoir selon la volonté de notre peuple. Alors, l'actualité, c'est le bilan que l'on peut faire aujourd'hui de la gouvernance des Fachi 3 ans après, mais aussi le bilan de l'état des sièges. Qu'est-ce que vous en dites? Déjà, le bilan de ces régimes, moi je dis que en commençant par les commencements, déjà la venue du régime Tshisekedi, c'était fondé sur ce que nous disons, un contrat qui ne les liait pas directement avec le peuple. Parce que nous disons que lorsque, en 2003, les acteurs de la société civile et les acteurs politiques, toutes tendances confondues, s'étaient rendus à Sun City, c'était effectivement pour corriger les dérapages ou corriger le fait que le pouvoir s'est prenait contre la volonté du peuple et que ça s'est géré contre sa volonté. Voilà pourquoi il y a eu ce que nous pouvons considérer comme un contrat social entre le peuple et tous les acteurs qui, à ces niveaux-là, s'étaient fait pardonner, d'où la Constitution du 18 février 2006. Et dans cette Constitution, il est clairement dit que on ne peut plus accéder au pouvoir sans la volonté du peuple et que par conséquent, il faut passer par les élections de manière démocratique avant de prétendre gérer ou occuper une fonction, un poste de responsabilité. À ce niveau-là, nous disons qu'en 2018, les choses ne s'étaient pas passées telles qu'il se devait. Mais maintenant, la gouvernance. Est-ce que lorsque on accède au pouvoir déjà de cette manière-là, sans que l'on ne passe réellement sous cette sanction de notre peuple, on peut gérer selon que on l'a souhaité? Je me dis non. Non, pourquoi? Parce que il y a eu des alliances contre nature. Parce que ici, je m'aimerais vraiment analyser de manière froide. Est-ce que on voyait bien à l'époque, messieurs Tshisekedi, dès l'IDPS, aller faire une alliance avec Kabila et les FCC? C'était impensable. Dans cette alliance du bloc patriotique, mais on en parlera. Pas du tout, on en parlera, mais je précise déjà que nous ne sommes pas dans le bloc patriotique. Ça, je l'ai dit, oui. Okay, donc, déjà à cette époque-là, c'était impensable de voir messieurs Tshisekedi, messieurs Tshilombo de l'IDPS, avec messieurs Kabila du PPRD et FCC marcher ensemble. Déjà, à partir de là, tout le monde pouvait s'imaginer la suite de ce qui allait advenir. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons la suite de tout ce qui arrive, on s'est dit, une alliance contre nature ne pouvait que produire de morts-nés, ne pouvait que produire des conséquences qui n'allaient pas directement profiter à la nation. Mais maintenant, l'état de siège, venons-en. L'état de siège, moi je me dis, ça aurait été mieux parce que lorsque messieurs Tshisekedi arrive au pouvoir, déjà il avait comme partenaire, que lui-même a appelé à l'époque partenaire d'alternance, messieurs Kabila. Messieurs Kabila, pour avoir géré pendant 18 ans, il connaît, il maîtrise bien, pertinemment bien, la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais messieurs Tshisekedi non plus n'ignorait pas parce que, étant qu'opposant, il participait toujours au débat, il faisait des analyses et il savait déjà quelle était la solution. Parce que à l'époque, messieurs Kabila nous disait que non, il fallait pratiquer en tout cas la diplomatie pour essayer de résoudre cette question. Mais tous à l'époque, à l'opposition, avec messieurs Tshisekedi, on disait que ce n'était pas ça la solution parce que les agresseurs étaient bien connus. Il fallait s'émettre
dans une position telle qu'il fallait préparer notre armée à affronter justement tout ce qui pouvait s'hasarder à déranger la quiétude de nos compatriotes dans la partie Est. Mais malheureusement, lorsqu'il arrive au pouvoir, il est allé dans le même sens. Jusque-là, nous nous disons, est-ce c'est pour contenter M. Kagame, qui se présente comme le marionnette, le pion à qui les Occidentaux se servent pour déranger l'Afrique centrale? Est-ce que c'est pour le mettre à l'aise ou c'était simplement parce qu'il pensait que c'était ça la solution? Mais du coup, moi, je réponds que c'était pas ça la solution parce que l'état des sièges a démontré ses limites. Mais malheureusement, on ne veut pas toujours accepter cela parce que on a aujourd'hui, je ne sais pas, on est, je ne sais pas, 29e, voilà. Je pense. Mais le résultat n'est pas toujours fameux, le résultat n'est pas toujours... 22e. Ouais, 22e. Mais est-ce que vous aucun pensez, résultat. Mais est-ce que vous pensez, c'est quoi la proposition que vous faites? Nous, au Nouvel Élan, on est très clair et direct. Oui. D'aucuns penseraient que c'est extrémiste, mais nous, nous disons que la solution pour la sécurité dans la partie est de notre pays, ce n'est pas une solution de sécurité, mais c'est plutôt une solution de défense. Cela nous amène à dire que nous devons, en tant que République, nous préparer à avoir une armée forte, une armée bien équipée, de manière à contraindre... De faire la guerre, vous voulez dire carrément? Bien évidemment, parce que lorsque... Vous n'excluez pas la possibilité de faire la guerre au Rwanda? Pas du tout, parce que nous sommes un État. Un État doit se faire respecter. Lorsque par de mécanismes diplomatiques, par de mécanismes pacifiques, nous n'arrivons pas à nous faire respecter, eh bien, je pense que la seule solution reste celle qui consiste à montrer les biceps. Aujourd'hui, moi, je considère que partant du régime Kabila, aujourd'hui, M. Chilombo, ils ont tout tenté sur le plan diplomatique, mais on a senti qu'il y a de limites à ces niveaux-là. Aujourd'hui, notre armée, lorsque Kagame, lorsque ses collaborateurs, s'amusent chaque fois à passer dans les médias, dire que on est prêt à entrer en République démocratique du Congo, on est prêt à aller attaquer jusque sur le sol congolais. C'est parce que quelque part, ils se disent que ils n'ont pas une armée capable de résister à notre offensive. Mais moi, je pense que si nous mettons en place un mécanisme, un dispositif tel que notre armée soit à même de faire face à toutes ces forces négatives et à tous ces États qui s'hasardent à nous menacer dans la partie Est, je crois qu'ils vont vraiment reculer et ils vont apprendre à nous respecter. Alors, monsieur le gouverneur, qu'est-ce que vous en pensez? Fachi, 3 ans déjà, état des sièges, 1 année déjà. Quel est le bilan aujourd'hui? Merci Christian, je crois que vous allez m'excuser un peu pour la Je voix. crois que votre bilan, c'est... Voilà, je sais d'où ça vient. Donc, voilà, donc c'est toi qui me l'as donné de toute façon. Je salue aussi mon co-débatteur. Je pense que je vais d'abord commencer par un petit recadrage. En ce qui concerne la confusion, excusez-moi, passez-moi le terme, maître, mais là je vois que vous êtes une petite confusion. Ça veut dire quoi? Celui qui résiste, c'est un opposant. Alors, il faut éviter un peu de mettre la confusion dans la tête de nous. Mais c'est pas toujours la même chose, hein. On peut être résistant. On peut être opposant oui, sans être résistant, mais quand on résiste, ça veut dire qu'on s'oppose à quelque chose. On a dépassé l'étape des pots d'opposition. Celui qui résiste, un opposant qui résiste, considère les choses dans un cadre normal. Après d'avoir très affectueusement écouté mon co-débatteur, celui qui résiste est en train de s'opposer. Parce qu'il ne résiste pas pour rien. Ça veut dire qu'il s'oppose à quelque chose. Donc, un résistant, c'est aussi un opposant. Très bien. Ah, donc, je crois que ça, c'est... Je crois que c'est un bon des cadres sémantiques. Voilà. Et puis, je pense que, à un moment donné, maître, je crois que nos amis de l'opposition nous devons transcender les débats. Ce n'est pas aujourd'hui, à 1 année ou à 1 année et demie des élections, qu'on va commencer à régurgiter le même principe, élection volée, élection volée. Moi, je pense que ça, c'est, excusez-moi, mais c'est de la distraction. Mais c'est des faits. Pour eux, Non, c'est des faits. moi, je dis que c'est de la distraction. Nous sommes à 2 ans des élections. Okay. La preuve. On va dire que, en 2018, le président Tshisekedi et Kabila ont fait une alliance impensable. Mais je rappelle que le président de mon co-débatteur, monsieur Adolphe Mouzito, était du Palou, de Antoine Guizera. Mais Antoine Guizera fait l'alliance avec qui? Finalement, on veut prendre les gens pour qui? Mais là, vous parlez de Mouzito. Non, mais écoutez, on ne peut pas. Mais si on parle de Mouzito qui est à la tête on ne d'une peut organisation, pas oublier l'histoire. Oui. Si lui a été Premier ministre, des gens qui se sont alliés pendant que les gens ne pouvaient pas imaginer que Kabila pouvait s'allier avec Guizera.
Aujourd'hui, on va prendre raconter, il ne faut pas qu'on puisse mettre la confusion, s'il vous plaît, mettre dans la tête de nos débatteurs. Et on dit que c'est une alliance qui ne pouvait jamais avoir lieu parce que ça a mené tous les malheurs du monde. Écoutez, sans l'accord des accords de Saint-Titi, quand on voit les partis qui ont eu à s'allier à Saint-Titi, ça a été fait pour l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, si deux forces politiques se disent que nous allons nous allier pour un idéal commun, nous sommes en démocratie. C'est pas la fin du monde. C'est pas un péché. Pourquoi on va dire aujourd'hui que ce sont les alliances qui ont tué le monde? Non. Et je viens aussi rappeler d'ailleurs que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, Adolphe Ouzi, le président du parti de mon co-débatteur, il était Premier ministre sous Joseph Kabila. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit un peu modeste dans ce qu'on se considère comme donneur de leçons. Je veux bien qu'on amène des propositions comme vous le dites aujourd'hui maintenant, mais dire que le diable c'est M. Tshilombo, parce que M. Tshilombo, premièrement, a volé les élections. M. Tshilombo n'arrive à rien faire. Pendant que vous étiez là, la situation économique n'était pas comme telle que ce que nous vivons aujourd'hui. Prenons seulement sur ce label-là. Mais pendant que vous étiez là, les groupes armés étaient toujours là. Vous étiez Premier ministre. Le président était Premier ministre. Moi, je n'ai pas vu concrètement, sous son gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait pour que les choses changent. En ce qui concernait déjà le brassage, l'achèvement du brassage de nos armées, et quelque chose pour que la sécurité à l'Est puisse se terminer. Mais il était Premier ministre, il n'était pas président. Non, les grandes décisions, c'était pas lui. Nous sommes aujourd'hui, c'est ça le problème. Je crois que c'est un juriste se mettre devant moi. Vous êtes juriste. Nous sommes dans un État où celui qui mène la politique gouvernementale, c'est le Premier ministre. Ce n'est pas lui qui va me contredire. Et donc, c'est celui qui défend le projet du gouvernement, celui qui est censé veiller à cela, c'est le Premier ministre. Il était le Premier ministre pendant 4 ans. Et nous avons vu le résultat. Et en ce qui concerne aujourd'hui l'état de siège, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Même si aujourd'hui, le président de mon co-débatteur, l'ancien Premier ministre Mouzi, devenait président de la République, il aura des points forts, il aura des points faibles. Mais ce qu'il faut signaler aujourd'hui avec le président Tshisekedi, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Grâce à l'état de siège. Christian, ce qui n'a jamais été su, ou ce qui se disait tout bas, commence à se dire tout haut. Et les gens le disent aujourd'hui avec beaucoup plus d'aisance. Le point à quel niveau l'armée était gangrénée. Tout le monde avait peur. Du temps du président Kabila, qui va oser parler? Du temps où le Premier ministre Moussine était Premier ministre, qui allait parler? Personne. Mais aujourd'hui, sous Tshisekedi, les colonels et les généraux ont même la latitude, la facilité de dire, de dénoncer que c'est tel pays, c'est tel qui est en train de déranger la situation. Et aussi, il faudrait qu'on rappelle une chose. Ça, même le président de la République l'a décrié. Que ce qui se passe aujourd'hui à l'est du pays, c'est la majorité, ce sont les frères congolais comme nous, qui sont à la base de cela. Nos militaires, certains au cadre de l'armée, sont cités là-dessus. Nous avons vu dernièrement même le président Bosso appeler aux politiques de pouvoir aider le président de la République à pouvoir mettre un terme à cette histoire, à cette acquaintance avec ces groupes armés. Et donc moi je pense que grâce aujourd'hui à l'état de siège, ça nous permet de connaître à quel point notre armée était infectée. Ça nous permet aujourd'hui de pouvoir maintenant retracer, recadrer, rééquilibrer l'approche pour mettre un terme à cette débâcle qui n'a que trop duré à l'est du pays. Alors, on va... Excusez-moi, moi aussi un peu, ça me monte un peu là. Alors, mais vous aurez le temps de rebondir, Maître Blanchard, mais la question, le président de la République a dit que l'armée n'a jamais été aussi soutenue comme c'est le cas actuellement. C'est-à-dire qu'ils ont donné beaucoup plus de moyens à l'armée, mais les résultats sont décevants. Le chef de l'État a estimé qu'il y a non seulement beaucoup d'infiltration, mais il y a fuite d'informations au sein de l'armée. Il a donc appelé au patriotisme. Alors la question est de savoir, est-ce qu'à ce niveau, pouvons-nous encore espérer à une victoire avec une armée aussi défaillante telle que décriée, et à l'interne et à l'externe? Merci beaucoup, Christian, mais tu me permets de rencontrer quand même mon co-débatteur. Je savais. Puisqu'il a parlé entre opposition et résistance, il n'y a aucune différence. Non, moi je confirme qu'effectivement, il y a une grande différence. Je pars sur base de la Constitution. Je prends les dispositions constitutionnelles. Je l'ai dit sur le plan institutionnel,
Un opposant, c'est celui qui reconnaît la légalité des institutions et que par conséquent, il est appelé à travailler dans le cadre institutionnel pour apporter les contradictions. Donc ça, c'est un opposant. C'est tel que défini et par la Constitution et par les lois de la République, notamment la loi sur le statut de l'opposition en République démocratique du Congo. Tandis que un résistant peut être compris comme, sur base de l'article 64, comme c'est lui qui s'oppose aux faits institutionnels. Le terme est là, non, il y a une nette différence sur le plan de droit. Donc un opposant et la majorité, tous font partie des élections démocratiques, entre guillemets. Ils reconnaissent le fait qu'ils sont nés des élections démocratiques. Donc moi, je suis opposant puisque je perdis de manière républicaine et que vous êtes majoritaire, vous gouvernez parce que vous aviez gagné la majorité de manière républicaine. Ça, ils sont tous dans le cadre institutionnel. Tandis qu'un résistant n'est pas dans le cadre institutionnel. Un résistant est en dehors des institutions. En principe, il s'oppose, il résiste, même aux opposants et même à ceux qui sont à la majorité. Ça reste un opposant. Nous sommes dans la résistance, mais nos amis qui ont été élus sur la liste Lamouka sont aux institutions et ils se définissent comme étant opposition au sein des institutions. Mais Lamouka comme structure, machine politique, nous définissons dans la résistance. Donc, il y a une nette différence à faire là-dessus. On ne va pas rester dans les débats sémantique, sinon ça va nous amener loin. Poursuivons, très cher. Voilà, deuxième élément, il dit que nous ne pouvons pas revenir en arrière parce qu'il y a eu des alliances contre nature, tout ça, et que en politique, les gens peuvent se rencontrer, on a vu Gizenga, tout ça. C'est bien bon de faire toutes ces analyses, mais ici, moi, je parle comme nouvel élan. En tant que nouvel élan, nous considérons que les alliances ne doivent pas se fonder sur fond ou sur base de personnes, des individus. Parce que je connais Christian Bossembe, parce que je connais messieurs Isato, nous devons nous rencontrer et marcher ensemble. Non, nous pensons que aujourd'hui, nous sommes dans la démocratie. Les partis politiques, les alliances doivent se fonder sur fond des programmes. Quel était le programme de l'IDPS lorsqu'il battait campagne? Quel était le programme du PPRD lorsque PPRD battait campagne? Nous connaissons plus ou moins le discours de l'IDPS avant les élections. Nous connaissons, puisque moi, j'ai participé dans la salle même où M. Chilombo présentait son programme. Je connais ce qu'il présentait, ce qu'il avait comme idée dans son programme. Je connais ce que nos amis du PPRD et FCC avaient comme programme et c'est que M. Chadari avait comme programme, comme vision sur lequel il s'est fondé pour se faire élire. Donc, lorsque je regarde ces deux programmes, lorsque je regarde ces deux discours, je me dis, c'est le jour et la nuit. Mais lorsqu'ils se sont mis ensemble, ça a de quoi à nous inquiéter. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne s'était pas trompé parce que le résultat démontre à suffisance que c'était vraiment deux pôles et qu'en réalité, ils ne pouvaient pas se mettre ensemble. Mais Mosito et Fayoulou ne devraient pas non plus se mettre ensemble puisqu'on sait comment ils se sont, on connaît comment la conception des uns et des autres. On le sait pour Mosito, au moins pour Fayoulou, il a déjà dit plusieurs fois que Mosito n'était pas un bon gestionnaire, c'était plutôt, sa place était en prison, pas là-bas, et ainsi de suite. Par quel mécanisme vous êtes ensemble aujourd'hui? Non, moi je pense que c'est bien bon aujourd'hui de dire qu'on est bon gestionnaire ou pas bon gestionnaire, parce que ça, cette chanson, nous l'entendons. Mais lorsque vous demandez à ceux-là qui avancent ces genres de thèses de descendre sur le terrain technique, de nous démontrer sur base des indicateurs de la gouvernance que monsieur n'est pas un bon gestionnaire, très souvent, il tape à côté. Parce que lorsque on met des éléments sur la table, ils se rendent compte que non, il disait parce que il y a une tendance qui disait la même chose, mais ils ne les disent ou ils ne les disaient pas sur fond des éléments probants, des éléments techniques. Donc ici, je reviens pour dire que messieurs Mosito et Fayoulou sont ensemble parce que il y avait cette vision-là qui avait été qui était définie avant même d'aller à Genève et c'est ce qui a été réalisé. Donc ici, je dis que messieurs Chilombo et Kabila, sur base de leur programme, ils ne pouvaient pas se retrouver ensemble. Ils se sont retrouvés ensemble. La conséquence est là. Maintenant, vous parlez du Premier ministre. Je suis très content de répondre à toutes ces questions parce que je dois rappeler ici qu'Adolphe Mosito, en tant que Premier ministre, était le seul
Premier ministre à descendre sur terrain. Il était allé à Goma à l'époque de Kunda Batware. Et c'est à cette époque-là qu'il était allé découvrir qu'effectivement, il y avait des rations de militaires qui étaient vendues dans le marché parallèle. Il y avait de munitions de militaires qui étaient vendues à nos agresseurs, aux rebelles, entre autres. Et c'est comme ça que Kabila, de l'époque, lui avait refusé de faire des déplacements. Je crois que vous allez vous en souvenir. Donc ici, il faut vraiment toucher la chose là où il faut toucher. Il ne faut pas taper à côté. Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est Kabila qui était le moteur de la guerre à l'Est, puisqu'il aurait interdit M. Mozito le déplacement quand ce dernier a découvert tout ça? Je peux parce que mon co-débatteur a dit deux choses. Il a dit tantôt que le Premier ministre, c'est lui. Effectivement, lorsque vous lisez l'article 92 de la Constitution, on vous dit le Premier ministre définit le programme du gouvernement en collaboration avec le président de la République. Concrètement, ça veut dire quoi? Le Premier ministre vient techniquement présenter le programme du gouvernement pour être investi au niveau du gouvernement, mais il se fonde sur la vision du président de la République. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le régime orléoniste, dont le Premier ministre est au même moment responsable devant le gouvernement, mais également responsable devant le chef de l'État qui, politiquement, il dépend de lui. Ce qui fait que lorsque, effectivement, il descend sur terrain, il constate cela et que parmi les généraux qui ont été cités dans cette, en tout cas dans cette escroquerie, dans ces jeux, ces généraux se reconnaissaient en M. Kabila. C'est comme ça que M. Kabila ne voulait plus voir le Premier ministre Adolphe Muzito faire ses déplacements. Donc ça, c'est un élément de taille. Et aujourd'hui, lorsque nous nous disons qu'il faut, au-delà de la diplomatie, il faut préparer notre armée, et je crois que M. Tshilombo, là, il nous rejoint. Parce que lorsqu'il dit qu'il y a un problème d'infiltration, effectivement, c'est parce que nous, on a diagnostiqué. On a des hommes forts. On a de militaires capables, bien formés pour affronter ceux-là qui nous endeuillent, ceux-là qui sèment la terreur dans la partie est de notre pays. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à gagner chaque fois la guerre dans cette partie est? Notamment, c'est parce qu'il y a l'infiltration. Notre armée aujourd'hui se retrouve comme une armée de l'ONU. Il y a toutes les nationalités. Tout le monde peut dire ce qu'il pense dans cette armée-là. Lorsque on apporte même les munitions pour les hommes de troupes, il y a des généraux qui se font de l'argent au détriment des hommes de troupes qui, eux, sont sur le terrain. Donc, ce n'est pas, vous êtes d'accord que ce n'est donc pas la faute de Tshisekedi, mais c'est plutôt la faute d'un système qui n'arrive pas à prendre corps, mais en ce moment-là aussi, ça sera sa faute parce que c'est lui qui gère le système. Heureusement que vous êtes très intelligent, Christian Bossembé, j'aime bien être avec vous. Parce que le problème, c'est que la Constitution dit que le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Exact. La Constitution dit que le président de la République est le commandant suprême. La Constitution de la République lui donne toutes ses prérogatives de pouvoir taper sur la table de manière à donner une nouvelle orientation, de manière à faire changer les choses. Aujourd'hui, parmi les généraux qui ont été cités dans plusieurs rapports, notamment les rapports des experts des Nations Unies et autres, il y a de ceux qui continuent à être encore en fonction. Et pensez-vous que ces généraux ont changé simplement parce que M. Tshilombo est là, ou ils doivent changer parce que le système aussi a changé? C'est ça le vrai problème. Très bien. Alors, M. Isato, vous pouvez répondre. Mais je peux finir pour dire que je condamne le fait que M. Tshilombo se permettent d'aller dire ce genre de choses devant les étrangers en tout cas à un colloque qui ne concernait pas directement notre pays. J'aurais aimé. C'est quel colloque? Parce que beaucoup de gens disent ça, mais après, il a parlé aux Ivoiriens. Pardon, aux Congolais qui sont en Côte d'Ivoire. Mais c'est à l'étranger parce qu'il y a de la presse, il y a la presse, il y a comment on appelle, des représentants de ces États qui étaient à côté. Et ce genre de questions, moi, je pense que c'est une question technique, c'est une question qui touche même à la sûreté de l'État. Il aurait pu le ramener au niveau interne de manière à trouver la solution en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Mais lorsqu'il parle aux Congolais, ça, il crée déjà le désespoir. Parce que ces Congolais disent, ça, c'est un papa qui arrive, attendons des solutions. Même si les choses semblent ne pas bien aller, il peut toujours calmer en espérant qu'il a des solutions. Mais lorsqu'il présente ces genres de problèmes aux Congolais qui vivent à l'étranger, imaginez la suite de ces Congolais-là. Alors, avant de donner la parole à M. Zato, mais je reviens à vous, vous êtes père des familles.
Supposons que votre enfant, vos deux enfants se trouvent par exemple aux États-Unis et vous avez les deux autres ici. Donc si vous allez là-bas aux États-Unis, vous ne pouvez pas dire à vos enfants là-bas qu'il y a un problème ici chez vous, que voici votre frère a cassé la télé. Si vous dites ça, vous dites aux étrangers, parce que c'est en fait ça l'idée. Quand vous dites qu'il faut par exemple qu'ils disent ça au Congo. Mais quand il dit au Congo, ici, il y a TV5 qui est là, il y a France 24 qui est là, il y a des médias étrangers qui sont aussi au Congo, qui couvrent tous les événements du président de la République, au point même de prendre le signal de l'Assemblée nationale pour diffuser ça à l'étranger. Est-ce que nous ne sommes pas devant une certaine hypocrisie, finalement? Je crois que vous pouvez avoir raison, que ce soit une certaine hypocrisie, mais du moins sur le plan de la communication. On n'a jamais vu, on n'a pas entendu M. Tshisekedi tenir un tel discours ici en République démocratique du Congo. Et généralement, on a comme l'impression que lorsqu'il quitte le Congo, le sol congolais, c'est là où il se sent un peu plus à l'aise parce que généralement, c'est là où il va dire de choses, de révélations qui nous surprennent par moments ici. Donc, on aurait bien voulu que ces genres de discours se tiennent ici, en face de ces généraux-là, pour qu'ils soient pointés du doigt de manière à assumer leurs responsabilités. Mais lorsqu'il est dit devant des civils qui sont à l'étranger, on a comme l'impression que, bon, c'est une façon de se défouler, mais en réalité, ce n'est pas un souci technique pour pouvoir apporter de solutions. Monsieur Zato, vous avez la parole. Ouais, moi, merci, mon collaborateur. Moi, je pense que on doit faire la politique autrement. Je pense que le nom même du parti politique Nouvel Élan devrait amener cette nouveauté-là, même dans la réflexion de la chose politique. Dire que le président est là, parce que je pense que mon co-débatteur se gêne un peu quand on lui rappelle que son président était l'ancien Premier ministre. Pas du tout. Je pense qu'il a fait 4 ans comme Premier ministre. Non, lui, il a fait 3 ans. Il a fait 3 ans. Celui qui avait 4 ans, c'est M. Augustin Cravate Rougeau. Voilà. Il a fait 3 ans plus ou moins, tout au plus comme Premier ministre. Vous dites qu'il est parti à l'est du pays où il a découvert, il a décrié la nation. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand il a découvert ça? Après avoir décrié, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'aujourd'hui, si on veut aspirer à mettre la paix dans cet espace politique, il faudrait au moins qu'on sache qu'est-ce qu'il a eu à faire, quelles ont été ses idées, quelles ont été ses propositions quand il a eu à décrier cet état des choses, quand il était Premier ministre. Zéro. La chose à faire, à part de décrier, il fallait alors qu'on me dise, voilà, le Premier ministre a réuni, le Premier ministre a fait ceci, a ordonné de faire ceci. Et le Premier ministre est en désaccord. Nous n'avons même pas entendu une seule minute où le Premier ministre était en désaccord avec le président Kabila sur ceci. Moi, je n'ai pas entendu ça. Ça ne peut pas être en désaccord avec son président. Ça arrive. C'est pas possible. Ça arrive. Sinon, sur certains points, non, c'est pas de la discipline. Quand on est il dit au président, démission, d'où je veux en venir, pourquoi il n'a pas démissionné? Quand il a dit quand il a vu qu'il a décrit des choses qui n'allaient pas pour les Congolais, pour lesquels il défend aujourd'hui les intérêts aujourd'hui, quand il a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas pour ces Congolais-là qui sont à l'est du pays, pourquoi il n'a pas démissionné? Parce qu'il dit que non, le président Kabila ne veut pas m'écouter. Ce que moi j'ai vu là-bas, c'est notre armée. Pourquoi il n'a pas dit non? C'est le Premier ministre qui définit la politique du gouvernement. Chaque fois, malgré qu'il a vu ça, mais chaque fois que l'argent devait sortir pour aller acheter les rations, pourquoi il autorisait alors que l'argent continue de sortir? Il aurait dû aussi instruire le Premier ministre ou le ministre des Finances, le ministre de la Défense. Non, moi je dis non, à défaut de démission. Mais pourquoi, pendant qu'il était là, bien qu'il a décrié ça, l'argent de la République du contribuable congolais continue à aller pour encourager cette besoin. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'on avait ravi la signature? J'ai comme l'impression qu'à un moment donné, c'était les directeurs de cabinet qui signaient tout, puisque lui, je ne sais pas, mais bon. Je crois que, en violation de la Constitution. je crois que mon collaborateur qui est devant moi, c'est que c'est impossible. C'est impossible. Le Premier ministre ne peut pas, le directeur de cabinet chef de l'État ne peut pas ravir la signature. Ah, dans ce pays, on en a vu, hein, en tout cas, tu en as la preuve. Ah oui, on en a vu, hein. On a entendu parler. Ah, on a vu un directeur de cabinet qui a entendu retourné un Premier ministre qui allait en déplacement. On a vu ça dans ce pays. On a entendu parler. Ouais. Mais le directeur de cabinet, c'est sous l'instruction du président de la République. Ben voilà. À ça. Mais maintenant, ce que je dis sur les faits, c'était pas ça. Donc, je crois que ça, il faudrait que nous puissions quand même apprendre à dire un peu la vérité à nos compatriotes. Très bien. Mais, l'infiltration. Pourquoi il y a infiltration aujourd'hui dans notre armée? Monsieur Christian, je te dis que moi je dis ceci. Après le 1+4, après les élections de 2006, il y a eu le processus qu'on appelait le DDRR, de démobilisation, de réinstallation des militaires. Et ce processus, après ce processus, il y a eu le processus de brassage de l'armée. Comment aujourd'hui, Nouvel Élan va se plaindre que l'armée est infiltrée, qu'eux vont aider à ce que l'armée puisse être une armée républicaine forte, pendant que c'est sous le Premier ministre, l'actuel président de mon co-débatteur, quand on a eu à financer ce brassage-là. Alors, je veux juste me rassurer, est-ce que vous ne faites pas une fixation sur l'ancien Premier ministre?
Non, moi, on parle de bilan. Ok. Nous sommes en train de parler d'un bilan parce qu'en fait, c'est quoi le problème? Ok. Aujourd'hui, on fait voir que c'est le président Tshisekedi Tshilombo qui est le diable. Il ne devait pas être président. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui. Mais le président de la République aujourd'hui ne fait que réparer toutes les mesures causées par nos gens aujourd'hui, tous ceux qui se décrivent aujourd'hui. Dire que Tshisekedi ne fait pas ceci, Tshisekedi ne fait pas cela. Mais il passe son temps aujourd'hui, nous passons notre temps à essayer de colmater les érosions qu'ils ont creusées à travers l'Est de la République, à travers la République en général. On ne peut pas dire aujourd'hui être quelqu'un qui aime le Congolais pendant que tu aimes seulement Kinshasa, tu aimes le Grand Bandundu. Non, ça c'est mentir le Congolais. Moi, je n'ai pas vu le premier ministre à Équateur. Non, c'est le président Mouzito. Dans mon nom, la tika Congolais, la moka naït. Je parle pour Badolit. J'ai le mariage au la tika Congolais. Ça veut dire que nous, on est nous là, au Grand Équateur, on a mis donc ça veut dire que c'est un trou perdu du pays, quoi. Le Toba Kema. Je donne des exemples, des faits réels. Il faut qu'on moi, je suis pas dans les sémantiques. Non, disons des je vous rappelle que je suis de l'Équateur. Bah, ça on sait. Qui ne sait pas Mongomba, c'est pas, c'est ailleurs, c'est pas ailleurs, c'est chez nous. Et quand je vois que mon condamnateur se plaint, que le chef de l'État ne devait pas parler de la situation sécuritaire de l'Est du pays à l'étranger. Devant les civils qui ne peuvent apporter aucune solution. Le président de la République n'est pas parti chercher une solution. Le président de la République, il est tout. À toi, moi, je ne le connais pas comme un menteur. Le président Tshisekedi n'est pas un menteur. Bah, il n'a pas dit qu'il était menteur. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Un père qui se respecte, c'est ça même les valeurs. Un père de la nation qui se respecte. Tu vas en voyage, tu reviens. Tu rencontres ton frère à l'étranger. Ton frère va te poser la question, papa, comment est resté Yaya à la maison? Il te dira, voilà ton grand frère, soit il est en train d'évoluer positivement, soit il est devenu Koulouna, soit il te donne la position. Et le fait que le président de la République ait dit la vérité de ce qui se passe dans leur pays, ça peut devenir un péché. Pour que Tshisekedi, comment il peut comme ça parler de ça comme ça en Côte d'Ivoire? Mais il a parlé aux Congolais. Même ceux qui sont en Côte d'Ivoire sont des Congolais. Ceux qui sont à Bangui sont des Congolais. Ceux qui sont, je ne sais pas moi-même, au fin fond, je ne sais pas, en Antarctique, sont des Congolais. Si le président Tshisekedi les rencontre, il doit leur donner. Ça serait le principe de rédévabilité. Il n'est pas rédévable aux Ivoiriens. Il en a parlé aux Congolais. Il n'a pas parlé de ça aux Ivoiriens. Non. Même si à la presse est là partout. Même au Congo ici, même au moment où nous parlons avec toi ici, Christian, quand ça va passer à la télé, ça peut arriver à la télé 50, ça peut arriver à TV5. Tout le monde va écouter ce qui se dit aujourd'hui. Et si le président de la République se donne la peine de dire ça, ça va devenir un péché. Donc moi je pense que il faudrait qu'on puisse arrêter de mettre ça sur le dos du président de la République. On dit qu'ici, il n'a pas fait ce discours, il n'a pas dit ça ici. Mais lors du dernier discours à la nation, le chef de l'État tout dit. Quand le chef de l'État même a décrit, il a fait ce meilleur coup, pour dire qu'il y avait une certaine lenteur dans la réalisation de certaines instructions au niveau du gouvernement central. Il y a un problème de pilotage. Un problème de pilotage. Mais quand on dit pilotage, ça veut dire quoi? Le Premier ministre et tout ça. Le Premier ministre était là. Le gouvernement était là. Tout était inclus. Y compris la situation de l'Est de la République. Et le chef d'État ne cesse de le dire. À qui veut l'entendre? Peut-être que les gens ne veulent pas écouter. Mais ceux qui veulent l'écouter l'entendent. Quand il y a des réunions, même récemment, il a lancé un séminaire de recadrage de certains officiers supérieurs ici. Il a dit, peut-être que mon combattant n'est pas au courant, mais le chef de l'État fait tout aujourd'hui. Même devant les généraux, il a dit son indignation. Il a dit. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Il a dit. Même devant nous, la phrase, par exemple, comment se fait-il que nous n'ayons pas le résultat alors que vous êtes mieux payé? En fait, aujourd'hui, vous êtes bien, vous avez toute la dotation possible. Ben, le résultat n'est pas là. Il a dit. Et en tant que père de la nation, commandant suprême, tout ce qu'il dit, et quand il fait la réponse, automatiquement, ça peut faire office des instructions qui est dans mais monsieur Isato, pourquoi, en fait, on reproche le président de trop apporter la démocratie dans l'armée. Pourtant, l'armée ne comprend pas la démocratie. L'armée, c'est le commandement. Est-ce que le chef de l'État n'amène pas trop de discours finalement? Est-ce qu'il n'est pas, on va dire, un peu trop démocrate au sein de l'armée? Est-ce que c'est aux généraux d'imaginer comment solutionner le problème? Ou c'est au commandant suprême d'avoir une ligne et de dire aux généraux, apportez-moi la tactique et la technique. Mais voici la vision, elle est là. On n'a pas dire ici, Christian, que le président de la République doit donner des instructions aux généraux devant le peuple. Non. Il s'agit là de matière de sécurité. Tel que nous sommes ici, personne d'autre ne peut dire aujourd'hui que hier ou avant-hier, ou il y a 2 semaines, ou il y a 10 jours, voici les instructions que le président de la République a données aux officiers militaires, voici les instructions que le président de la République a données au système de défense, et ce sont des mauvaises instructions. Personne ne peut le dire aujourd'hui. Mais pourquoi il n'y a pas de paix à l'Est? Christian, on vient de le dire.
C'est un processus qui a été... Le président de la République vient d'arriver en 3 ans. Il vient d'arriver. 3 ans, à peine, entre 3 ans. Les érosions, j'ai dit bien les érosions, qui ont eu à être assis pendant qu'eux, ils étaient au pouvoir. Son président. Oui. C'est eux qui ont assis ça. Qui ont eu à asseoir ce brassage. Où on avait des militaires de toutes les nationalités, comme ils le disent, dans tous les systèmes de l'armée. Qui a financé les brassages? C'est le gouvernement. Parce que pour qu'il y ait des déplacements des militaires, qui n'étaient pas, entre guillemets, congolais, d'un point de l'armée sur un point, il fallait qu'il y ait un financement. Et ça s'est fait sous qui? Peut-être les Congolais sont amnésiques, mais moi je ne suis pas amnésique. Ça s'est fait sous qui? Mais en tout cas, sous le gouvernement du président de Nouvelle-Zélande. Très bien. Alors, on va donner la parole à Maître Blanchard. Je crois que ce sera la dernière prise de parole en ce qui concerne l'état des sièges et les bilans. Et puis, on va revenir sur la grande question de la Mouka, divorce ou sécousse. Rebondissez à ce que votre collimateur vient de dire. D'abord, merci beaucoup Christian. À mon collimateur, je veux rappeler que lorsque Adolphe Mouzito était Premier ministre, c'est M. Kabila qui présidait toujours le Conseil des ministres. Donc, à cette époque, il faisait ses observations comme collaborateur et la présidence, puisque ça revenait à M. Kabila, c'est M. Kabila qui décidait. Ce n'est pas comme aujourd'hui, M. Chilombo préside le Conseil de ministres. Ça, c'est une chose. Vous parlez le président, c'est pas mauvais, hein? Le président préside le Conseil des ministres. Mais bien évidemment, c'est-à-dire le président préside le Conseil des ministres et c'est lui qui donne de directives à ces conseils-là. Donc, on peut dire aujourd'hui que non, voilà, je trouvais qu'il y a la ration de militaires qui est vendue, tout ça, et je pense que nous devons sanctionner. Mais si le président trouve que ce n'est pas opportun que tel soit sanctionné, c'est lui qui décide. Ouais, donc, le dernier mot, c'est lui, en fait. C'est lui qui a le dernier mot. Mais quand ça ne rentre pas avec votre façon de voir les choses, vous démissionnez. Vous quittez. J'en arrive. Mon collimateur a parlé des érosions. Non, mais attendez. Vous savez que c'est à l'époque de Adolphe Mouzito comme Premier ministre que Kunda Batware avait cessé la guerre pour ses réfugiés au Rwanda. Donc ça, ce n'est pas une érosion. C'est une solution par rapport à l'insécurité dans la partie est de notre pays. Vous savez, c'est à l'époque d'Adolphe Mouzito que le budget de notre pays s'est quadruplé. Il a trouvé un budget à 800 millions de dollars, il a laissé à 3 milliards 600 millions. Il a trouvé de réserves d'échange qui étaient à moins de 300 000 dollars, il a laissé à 1 milliard 600 millions. Lorsque vous parlez d'érosion, sur quelle base ou c'est dans quel secteur? Parce qu'aujourd'hui, si le régime de M. Chilombo essaye de rebondir, de faire quelque chose, c'est parce qu'il y a eu quand même un tissu qui a été construit, qui a été préparé par le gouvernement. Mais Matata vous vole la vedette, Maître Blanchard. Matata dit que c'est lui le point d'achèvement, c'est lui le succès des régies financières, c'est lui la réserve d'échange, c'est lui le budget, c'est lui tout. À un moment donné, on a comme l'impression qu'il efface Mouzito. Moi, je pense que faire la communication, c'est un droit, c'est une liberté aussi, tout le monde peut communiquer, mais il n'y a rien qui peut justifier les bilans de tout un chacun comme le chiffre. Aujourd'hui, nous avons l'Institut national des statistiques qui peuvent démontrer ce que nous disons et ce que eux disent. Donc, nous savons tous que lorsque Matata arrive au pouvoir, il trouve, par exemple, parce qu'on ne peut pas parler de ces choses en l'air, nous devons tenir compte des indicateurs qui existent. Je prends l'exemple du budget, il trouve un budget à 3 milliards 600 millions, il fait 4 ans, il laisse le budget à 4 milliards 200 millions. En prévision d'ailleurs. En prévision. Donc ça, c'est pour vous dire que là où Mouzito a multiplié par 4, lui, il n'a augmenté que de 30%. Mouzito trouve un PIB à 20 milliards de dollars, il sort, il laisse le PIB à plus de 45 milliards de dollars. Aujourd'hui, le PIB à ces jours est à plus ou moins 60 milliards de dollars. Donc, c'est pour vous dire que si vraiment Matata peut voler la vedette à Mouzito, c'est parce que il a le droit de parler comme il pense. Mais les chiffres qui existent, les statistiques qui existent, ce sont ceux-là qui pourront mieux défendre tout un chacun. Donc, ici, j'aimerais apaiser mon co-débatteur pour dire que Adolphe Mouzito était dans un gouvernement qui, du reste, dépendait du patriarche Antoine Gizenga et il a apporté son expertise, il a apporté ce qu'il pouvait apporter et aujourd'hui, les Congolais sont reconnaissants. Je veux citer M. Antoine Félix Chilombo qui a dit dans son discours, je ne sais plus c'était où, vous allez certainement vous souvenir, le chômage, il y a une période où le chômage avait baissé
dans notre pays, c'est l'époque où Adolphe Mouzito était Premier ministre. C'est vrai qu'il n'a pas cité Adolphe Mouzito, mais lorsqu'il prend de 2007 à 2011, c'est à cette époque-là où Adolphe Mouzito était Premier ministre. Donc, c'est quelque part reconnaître le mérite d'Adolphe Mouzito, la touche d'Adolphe Mouzito dans ses gouvernements. Donc, Adolphe Mouzito n'a pas travaillé avec Kabila pour encenser Kabila, il n'a pas travaillé avec Kabila pour faire de Kabila, je ne sais pas moi qui, mais il a travaillé pour apporter son expertise et aujourd'hui, les Congolais le reconnaissent. Je citais M. Chilombo, vous avez sûrement les images, vous allez vous souvenir de ça. Donc, mais pourquoi vous ne l'appelez Mouzito, pas Tshisekedi Chilombo? Pourquoi vous arrêtez non, mais j'ai appelé M. Antoine Félix Chilombo, c'est lui. Mais Tshisekedi, vous êtes juriste, quand vous enlevez un nom dans le nom, ce n'est plus le nom. Non, tout comme vous pouvez prendre aussi un seul élément du nom, ça fait Oui, la mais personne. vous prenez trois, vous laissez un seul, c'est quatre, parce que vous, Mais tout comme est-ce que vous vous n'avez pas de l'appelez- taquin? Est-ce que Mais, vous mais- taquinez mais quand pas, on tout l'appelle simplement? Tshisekedi, simplement, ça ne dérange pas. Mais quand on l'appelle Chilombo, ça dérange. Ok. C'est votre liberté, Non, je vous c'est le ça le conseille. problème. Je vous le conseille. Donc, alors, je finis par rapport à la question de M. Chilombo à l'extérieur. Mon co-débatteur a parlé de la redevabilité. Moi, je veux bien, mais s'il faut aller dans le détail, la redevabilité, c'est aussi en face de ceux-là qui vous ont porté à la magistrature. Les Congolais qui sont à l'extérieur, c'est vrai, ils sont Congolais. Mais pourquoi n'avoir pas, je l'ai dit, présenter ces problèmes devant les Congolais qui sont ici? Mais il est fait aussi plusieurs fois. Il a été à Mboujima, il a fait ça. Il est allé à Mbandaka. Ah, Mbandaka, non, je ne pense pas. Il est à Kinshasa, il a dit ça. À Kanlouka, il a dit ça. Il dit ça un peu partout, Mais d'ailleurs. maintenant, il y a une deuxième dimension Oui. dans ma réflexion. Le fait de les dire, même devant les Congolais qui sont ici, comme ceux de l'étranger, ce n'est pas ça ce que les Congolais attendent. Les Congolais attendent de lui les solutions. Ok. Les Congolais n'attendent pas des lamentations. Parce que là, apparemment, il est en train de se plaindre, de se lamenter, ça ne va pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Pourtant, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Pourtant, il est le commandant suprême. C'est à lui de donner le ton. Vous aviez dit, donc l'armée, ce n'est pas une école ou, je ne sais pas moi, la religion. Non, on est à l'armée. Le Congolais continue à mourir le jour, mais vous continuez à vous plaindre. En quoi est-ce qu'on peut vous reconnaître la qualité du garant du bon fonctionnement Très de bien. l'institution? On peut vous reconnaître la qualité de commandant suprême. Messieurs de- Isaac, de- vous sont deux brûlés minutes. d'impatience. Non, Deux vous avez minutes. tout le temps. Allez-y, allez-y. Prenez Vous votre savez, temps. vous savez, quand vous parlez des chiffres, voilà pourquoi on associe ces deux personnes. Ils aiment même parler des chiffres. Matata et Mouzito aiment bien parler des chiffres. Mais toi, tu parles de chiffres, nous, on cherche à savoir quelle était la réalité sur le terrain. Moi, je prends maintenant un exemple concret, palpable. Je ne parle pas de chiffres. Sous le Premier ministre Mouzito ou Matata, rien n'a été fait au Grand Équateur. Je peux vous donner un élément? Non, laisse-moi terminer. Rien, tu parlais, je t'ai tranquille. Rien, je dis rien. En termes de chiffres, qu'est-ce qui va me dire qui a été fait au Grand Équateur aujourd'hui, sous Mouzito, sous Matata? Les chiffres ont Le été... Grand c'était Équateur bon. chez vous ou chez... Le Grand chez Équateur en vous? général, je prends le Grand Équateur en Ah, général. d'accord. Nous sommes allés, déjà, en ce temps-là, le Premier ministre, c'était Adolphe Mouzito, et le président, le ministre des Finances, c'était Matata. Nous sommes allés à Guémena, nous étions allés attendre l'accueil du chef de l'État en 2010, si je ne me trompe pas, ou 2009, pour que le président Kabila, en ce temps, puisse lancer la réhabilitation de l'hôpital général de Guémena. Les deux personnes qui aiment les chiffres, jusqu'à aujourd'hui, tir et l'eau, zéro. On prend pour le Nord Ubangi. N'en parlons même pas. Qu'est-ce qui a été fait? Zéro. Allons même chez Chouap. Non, Chouap même, n'en parlons même pas. Là-bas, on a toujours forestier cette province. Pour rien. Donc, les chiffres, c'est bon. Mais maintenant, avec monsieur le président de la République actuellement, vous parlez de l'emploi. Quel emploi a été créé? Donnez-moi trois emplois qui ont été créés. Je donne l'exemple pour le Grand Équateur. Parce que le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Arrêtons de faire cette fixation sur Kinshasa. Qu'est-ce qui a été donné, créé comme emploi du temps de Matata, du temps du Premier ministre Mouzito? Qu'est-ce qui a été créé comme emploi chez nous, le Grand Équateur? Qu'est-ce qui a été fait chez toi? Qu'est-ce qui a été fait à Kisangani, à Obajo et la Bouta? Qu'est-ce qui a été fait? Rien. Mais aujourd'hui, je veux te dire que depuis que le président Tshisekedi est là, seulement dans le domaine de l'enseignement, je prends un exemple. Le Nord Ubangi avait, par exemple, une seule province éducationnelle. Mais aujourd'hui, nous avons deux provinces éducationnelles. Ça permet déjà d'abord de pouvoir mieux suivre le processus de l'enseignement, le circuit de l'enseignement et le service de l'enseignement au niveau de la province. Mais aussi, en ayant créé, sous la puissance du président de la République, la deuxième province éducationnelle, ça crée de l'emploi. Qui sont pas moins de 1000 emplois créés. Et récemment, avec la nouvelle mécanisation qui est en train d'être mise à jour avec
le ministre Tony Mwamba. Toutes ces nouvelles unités qui ont été proposées sont en train d'être mécanisées et payées. Ça, c'est et ça, il y a Malobaté, et ça, français, il y a Michou. Ça, ce sont les réalités. L'emploi créé. Toi, des matatas, citez-moi des écoles créées chez vous. Citez-moi des construits, pardon. Créées chez vous. Du temps de Premier ministre Mouzito. Des écoles, des soins de santé. Construits, équipés. Zéro. Mais moi, je peux te dire, je peux te citer les adresses. Tu vas au Chola Badou, tu vas en Ganza, tu vas sur la route de Monegbe, tu trouves les écoles construites. Tu vas chez moi, Yakoma, tu trouves les centres de santé construites. Et ça pas l'obaté. Et ça pas chiffre pété. Là, nous sommes dans la réalité. Et cette réalité, on l'a vu maintenant avec Tshisekedi. Pendant que tous nos gens, que je respecte beaucoup, ont géré, moi, je n'ai rien vu. Nos populations, là, ils n'ont rien vu. Il faut arrêter de faire cette fixette sur Kinshasa. Donc, je crois qu'il faudrait que je puisse faire un cadrage un peu... Vous aurez la parole tout à l'heure et puis on va prendre notre sujet. C'est bon, on peut donner la parole à quelqu'un d'autre? Très bien. Alors, mesdames et messieurs, pour gagner les temps... Non, je veux répondre. Je commencerai par vous. Alors, nous allons prendre le deuxième sujet, mais nous allons donner la parole à Maître Blanchard. Le deuxième sujet, pour aller plus vite, parce qu'il nous reste plus que 20 minutes pour terminer cette émission, c'est plutôt le sujet de la Mouka, divorce, secousse entre Martin Fayulu et Adolphe Mouzito. L'actualité, c'est tout à l'heure. Les bruits sur la rupture entre Adolphe Mouzito et Martin Fayulu, les conservations dans plusieurs milieux politiques. Fayulu et Mouzito n'émettent pas sur la même longueur d'onde. Les nouvelles élan digèrent mal le rapprochement entre Fayulu et les autres forces sociales et politiques réunies au sein du bloc patriotique, Senko et CCPPRD ensemble pour la République. L'on constate sans doute la divergence des vues et d'intérêts entre les deux leaders. Adolphe Mouzito a annoncé dans une des sorties médiatiques son intervention d'aligner les candidats à tous les niveaux aux prochaines élections. Ce qui est inquiétant, c'est d'avoir loué la mobilisation des recettes publiques par le gouvernement. En politique, toute communication est motivée, question d'intérêt. Alors, Maître Blanchard, est-ce que l'on va compter M. Mouzito dans l'union sacrée très prochainement? Est-ce que c'est plutôt un divorce entre Mouzito et Fayulu? Ou dites-nous, est-ce qu'il y a le feu dans la maison Lamouka? Pas du tout, il n'y a pas de feu. Mais vous permettrez que je rebondisse quand même à ce que j'ai entendu de mon co-débatteur. Oui. Je suis très surpris et même écœuré de voir mon co-débatteur, ancien gouverneur, aller dans le critique de manière sectorielle sans tenir compte du cadrage macro de la gestion de la chose. Parce que lorsqu'il dit que Adolphe Mouzito n'a pas créé d'emploi, lorsqu'il dit que Adolphe Mouzito n'est pas allé à l'Équateur, lorsqu'il dit, mais je veux commencer par lui rafraîchir la mémoire. Lorsque Adolphe Mouzito fait annuler la dette extérieure publique de la République démocratique du Congo qui était à hauteur de 14 milliards de dollars, qui on a ramené à plus ou moins 5 milliards, vous pensez que cela n'a pas profité aux Congolais qui vivent à Molenbeek? Ben oui, parce que vous êtes le gestionnaire, je pense que vous gérez. Je pense que vous ne gérez pas son chiffre. La réalité. Mais aux alliés, anciens gouverneurs, c'est quoi autant que vous avez que gérer en tant que ancien gouverneur, vous avez que gérer sur base de la réalité. N'est-ce pas que tu partais de la conception avant d'aller sur la réalité à terrain? Non, mais attendez, faisons un débat constructif. Lorsqu'il fait annuler la dette extérieure publique, c'était justement pour que ça bénéficie aux Congolais. Il y a Congo Mobimba. Lorsque il trouve le budget, comme je l'ai dit là, à 800 millions, et que ces budgets, il le multiplie par 4. Vous pensez que ces budgets, lorsqu'il a multiplié, ça n'a pas profité aux Congolais qui vivent à Yakoma chez vous? Lorsqu'il augmente les salaires de fonctionnaires, même si à l'époque, partons du PIB de son budget, il augmente les salaires de 20 $ et autres pour les fonctionnaires. Pensez-vous que les Congolais qui vivaient chez moi, par exemple, à Limania, Bongandanga, partout, ne bénéficiaient pas de cela? Je parlais aux médecins, ils m'ont dit que depuis que le Congo existe, ils n'ont jamais eu un Premier ministre aussi entrepreneur comme Mouzito dans leur secteur de médecine. Il aurait fait beaucoup de choses pour eux, mais j'ai voulu savoir de quoi on parlait exactement. Alors, il m'a parlé beaucoup de choses de médecins que je ne comprends pas, mais en tout cas, il m'a dit que c'était pour eux, le médecin. Ils considèrent Mouzito comme l'un des bons premiers ministres de ce pays. Je chercherai encore à savoir pourquoi. Ici, je pense que nous parlons État.
nous ne parlons pas politique, nous parlons plus État. Et ici, je suis très à l'aise de parler du Premier ministre comme un homme d'État. Lorsque nous louons les mérites d'Adolphe Muzito, ce n'est pas pour autant que nous cherchons à noyer quelqu'un d'autre. Nous voulons parler de ses mérites comme gestionnaire. L'exemple que vous donnez, le professeur d'université vous diront la même chose. Les professeurs, même ceux de l'EPSP, vous diront la même chose. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez parler du province éducationnel et autres, mon frère Tony Mwaba, tout ça. Mais aujourd'hui, on aurait aimé, parce que l'enseignement primaire et secondaire fait partie de ce qu'on appelle des domaines exclusifs de province. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut nous dire qu'il respecte la Constitution en respectant les compétences, le pouvoir de ces entités-là au niveau de province, de manière à se gérer d'eux-mêmes? N'est-ce pas qu'aujourd'hui, c'est le pouvoir central qui continue à gérer cette question? Non, bien sûr. Non. Bien sûr. Non. Pourquoi est-ce qu'il a connu des problèmes avec Aline Guété? C'est parce qu'il voulait gérer l'argent de province alors qu'il est un ministre au niveau national. On aurait pu décentraliser les choses comme la Constitution le veut, ça n'aurait pas créé de remous entre lui et Alingeti. Ça, c'est juste un exemple pour vous montrer que ces secteurs est confisqué alors que la Constitution donne une décentralisation. Je prends un autre exemple. Très bien. Mais c'est un exemple pour montrer que lorsqu'on arrive au pouvoir, on n'arrive pas seulement pour apporter une alternance de figures ou de facettes, c'est aussi pour apporter des alternatives. Quelles sont les alternatives apportées par le régime Tshisekedi, notamment sur cette question de la décentralisation? C'est ça le vrai problème, c'est ça le vrai débat. Alors, lorsque vous dites que Muzito n'avait rien apporté, moi je vous dis ici que Muzito, par exemple, je prends les secteurs agricoles, il a donné les tracteurs à tout le gouverneur. Monsieur Baende, que je cite nommément ici, il a reçu les tracteurs pour la province de l'Équateur, toute la province de l'Équateur. Qu'est-ce qu'il en a fait? Moi, je connais des tracteurs qui, aujourd'hui, on a pris des moteurs qui servent de bateau. Ah, on m'a dit ça. On m'a dit qu'il y a beaucoup de, on m'a dit ça. On m'a dit beaucoup de moteurs. C'était partagé avec les députés provinciaux. Donc, dans le temps, donc, c'est pour vous dire que lorsque nous parlons de Muzito, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Il y a de faits qui montrent que ces messieurs, en tant que Premier ministre, il a travaillé mieux que tous les autres qui ont occupé cette fonction. Très bien. Alors, on revient sur la question. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je suivis sur le média quelqu'un insulter littéralement le Premier ministre Muzito. Alors, je me pose la question, c'est comme ça que vous réglez le conflit, vous, au sein de l'Union de la Mouka? Quand il y a des accords, on insulte Muzito. Quand il y a des accords, on insulte... Mais comment ça se passe exactement? Merci beaucoup, Christian Boussembe. Je pense que vous sentez comment je suis en train de débattre avec mon co-débatteur ici. On est très à l'aise parce que nous, au Nouvel Élan, on est une école de la démocratie. On a appris à débattre, même si je ne suis pas d'accord avec mon co-débatteur, mais je dois lui laisser le temps d'exprimer ce qu'il pense, parce que l'État ou la République ne peut se construire qu'en apportant des idées divergentes de manière à trouver un consensus, à trouver un compromis. Au sein de la Mouka, je commencerai par dire qu'il n'y a aucun problème. Mais seulement, comme des démocrates, nous pensons qu'il y a des questions que nous devons débattre au lieu que ces questions soient dictées par exemple. C'est que nous n'accepterons jamais, nous en tant que Nouvel Élan, parce que déjà au sein de notre parti politique, moi j'ai le courage, l'audace de dire non à Adolphe Muzito, qui est mon président. Mais à combien plus forte raison lorsque moi, je pars représenter mon parti politique dans un autre colloque ou dans une autre réunion, que je ne dise mon pour subir un dictat ou une orientation quelconque. Donc, je commençais par dire qu'il n'y a aucun problème au sein de la Mouka. Mais le vrai problème, c'est quoi? Lorsque nous nous retrouvons en face de nos camarades de Milapro et CalCC, qui sont les structures des laïcs catholiques et protestants, moi, je posais les problèmes. Je dis, c'est bien bon de nous retrouver tous ensemble, mais nous devons définir les cadres. Parce que il faut rappeler qu'ensemble avec ces forces sociales et politiques, nous avions commencé des actions à l'époque où il fallait faire arrêter le vote de la loi organique sur la CENI. Et malheureusement, cette loi est passée avec toute imposture. Il s'est fait que nos amis nous avaient quittés sans donner une quelconque raison. Mais il s'est fait qu'ils nous ont encore convoqués. Nous sommes allés. Moi, personnellement, j'ai répondu. Il y avait tous les autres amis. Moi, je demandais aux amis de définir les cadres. Parce que je me voyais très mal de répartir
une fois de plus, sans que nous puissions savoir sur base de quel, d'abord nous nous retrouvons dans quel cadre, sur base de quel document que nous nous fondons, quels sont les objectifs, quelles sont les parties prenantes dans cette démarche nouvellement initiée. La question n'a pas été bien donnée. Et je dis, ici, moi je considère, puisque d'ailleurs si vous lisez les communiqués de ces sit-ins qui nous a mis ensemble les 6 mai devant le palais du peuple, les communiqués disent bien le communiqué de force sociale et politique. Et là, j'ai entendu quelqu'un dire, non mais le représentant de Mouzito avait signé. Effectivement, j'avais signé parce que je considère que c'était une marche appelée par les forces sociales et politiques. Cela ne veut pas dire que c'était une plateforme politique qui était constituée, un bloc quelconque qui était constitué. Si les gens, dans leur tête, pensaient que nous étions là dans le cadre d'un quelconque bloc, ça, c'est leur problème à eux. Est-ce que vous êtes dans le bloc patriotique? Pas du tout. Mais comment vous n'êtes pas dans le bloc patriotique et que les CID, lui, accompagnent visiblement Kabila? Est-ce que ce n'est pas une porte de sortie finalement? D'abord, je ne pense même pas que les CID accompagnent Kabila. Le problème, c'est au niveau déjà de la sémantique. Nous avions dit, partant de la définition même du bloc, bloc, c'est une entité. Bloc, ça vous met ensemble de manière compacte. Et vous êtes obligés de définir les objectifs pour cheminer ensemble. Nous, en tant que Nouvel Élan, nous avions posé le principe. On a dit, aujourd'hui, si nous sommes dans la résistance, c'est parce que nous disons que le pouvoir que le peuple congolais avait donné à la Mouka et son candidat Martin Fayulu a été détourné par messieurs Kabila pour l'orienter vers messieurs Chilombo. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver avec Kabila et son FCC dans un même bloc? Parce que nous considérons que le force social, c'est l'exemple que Adolphe Mouzito donne, c'est comme une messe écuménique. Chacun vient, vous êtes musulman, catholique, chacun essaye de dire sa prière et puis après chacun reprend son chemin. Donc cela ne veut pas dire que vous devenez vous devenez ensemble, vous partagez la même vision, doctrine, tout ça. Mais nous ne sommes pas dans la même Mais doctrine. selon vous, quelle est la limite acceptable? La limite acceptable pour nous, la limite acceptable pour nous, c'est de nous retrouver dans un cadre citoyen. Vous voyez, lorsque nous nous retrouvons dans un sit-in, on ne peut pas empêcher à Kabila de faire le sit-in s'il estime que la loi qui est votée au niveau de l'Assemblée avec M. Mbosso ne cadre pas avec les réalités démocratiques. Ça, nous ne pouvons pas l'empêcher et c'est ça l'esprit de force sociale et politique. Donc, il y a le mouvement citoyen, il y a Kabila, il y a Katumbi même qui a de ministres au sein du gouvernement Samalou Konde. Kabila lui-même a de membres au niveau de la CENI. Il a de membres au niveau du gouvernement. Mais faire avec lui un bloc, nous disons non. Mais si il estime, malgré qu'il a de membres au niveau de la CENI, malgré qu'ils ont de membres au niveau du gouvernement, ils peuvent aussi protester comme citoyens par le fait que ce qui s'est fait au niveau de l'Assemblée nationale avec Mbosso ne cadre pas avec la réalité républicaine, la réalité démocratique. C'est son droit. Mais alors, nous avions dit que nous ne pouvons pas aller dans le cadre du bloc. Et c'est ça qui a choqué certains esprits peu démocratiques. Ils ont estimé qu'ils doivent insulter M. Mouzito. Mais nous disons que ça nous fait rire parce que Mouzito, si vous voyez son âge, vous voyez ses responsabilités. Aujourd'hui, passer l'insulter, ce n'est pas ça qui va le faire reculer par rapport à sa vision, par rapport à sa doctrine. Donc, ils sont libres d'insulter. Nous continuons à faire le travail. Est-ce que Fayulu et Mouzito ils ont des bons rapports? Ils ont de bons rapports. Je salue mon aîné, Martin Fayulu, où il est. C'est un leader politique. C'est vrai, il a des options. C'est le président élu parce que nous considérons que en 2018, il avait gagné les élections. Malheureusement, qu'il n'a pas. C'est votre président de la Mouka? Non, actuellement, le coordonnateur en exercice, c'est Adolphe Mouzito. Très bien. Monsieur Isato, on va terminer. Vous avez 3 minutes et puis on va conclure avec je pense que ça, c'est une affaire de cuisine interne. Est-ce que moi, je peux dire, vous savez, Christian, quand on a eu l'habitude de divorcer, quand on a pris goût au divorce, on divorcera toujours. Ça, c'est un peu comme vous, dans l'union sacrée. Vous divorcez à tout moment, vous êtes avec elle, vous n'êtes plus ensemble, ainsi de suite. Mais vous n'avez Nous pas parlons du bloc patriotique. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il vous retourne? Quand on a pris, il peut dire ce qu'il veut dire. Oui. Nous, c'est une question des options levées pour le bien du Congo. Mais nos frères, nos forces bloc patriotique, c'est que, d'après ce que moi je viens d'entendre, aujourd'hui, le Nouvel Élan n'est pas d'accord, je pense, avec Fayulu par rapport au bloc patriotique. Écoutez, moi je peux vous garantir une chose aujourd'hui. À ce rythme,
la Mouka et Nouvel Élan, enfin, disons, Fayoulou et Nouvel Élan, ça va être un divorce consommé. Vous prophétisez. On est là, on verra. On est là. Je vous connais les dons des prophètes aussi. Parce que, Parce qu'on est là, vous êtes gouverneur, vous êtes pasteur, vous êtes... merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, papa. Oui. Mais je vous dis, nous sommes là. Retenez la date d'aujourd'hui. La veille du 17 mai. Oui. Demain, c'est férié, le 17 mai. Une Ils mauvaise- vont se divorcer. Un très mauvais jour. C'est parti pour la gloire, comme on dit. Pourquoi je dis ça? Mais Mouzito, le président du Nouvel Élan, a quitté les Palos. Ils sont allés à Genève. Ils étaient ensemble. Ils se sont quittés. Ils s'est resté avec le président Fayoul. Et ils vont encore se quitter. Pour rester seuls. Et c'est va rester seul. Et ils vont encore, tout ce qui veut c'est lui avec lui. Ils vont encore se quitter. Mais alors, selon vous, Parce que là, j'ai pris le goût selon vous, du qui a divorce. tort dans tout ça, entre Fayoul et Mouzito, sincèrement, qui a tort, qui a raison? Non, moi, je ne suis pas de l'opposition. Moi, c'est eux qui, c'est leur cuisine interne, comme je dis. Mais moi, je fais que voir moi, je sais que, voir comment ils sont les distraire la population. Le 2, entre le 2, qui est le plus logique? Je voudrais avoir votre point de vue à vous. Vous prenez Mouzito et vous prenez Fayoulou. Si ça ne dépendait que de vous, vous êtes devant les urnes, il n'y a pas Tshisekedi, il n'y a personne d'autre, il n'y a que les deux candidats, Mouzito et Fayoulou. Pour qui voterez-vous et pourquoi? Je mettais un bulletin blanc. Je mettais un bulletin blanc. Parce que ce sont les oiseaux de même plumage. Comme on dit, ceux qui se Mais ressemblent, l'un a géré, l'autre n'a jamais ceux géré. qui se ressemblent, Oui. ça semble. Ça veut dire s'ils sont restés ensemble, bien après être divisés, après, ça veut dire qu'ils se ressemblent. Et puis ils se ressemblent, ça veut dire que c'est la même, ils se sont rassemblés, et ce sont les mêmes personnes, les oiseaux des mêmes plumages. Je voterai bulletin nul. Si le président Tshisekedi n'était pas là. Mais laisse-moi terminer, laisse-moi juste Oui, rafler ça pour une dernière on seconde. termine avec... Je pense que j'inviterai mon co-débatteur à aujourd'hui, au moment où nous sommes, amenez-nous des propositions. Ce débat-là de distraction, nous sommes en train de distraire, élection volée, élection volée, élection volée. Moi, je pense que Tolémi, population Lémi. Moi, je viens de l'arrière-pays, où je gère une province qui vient d'être nouvellement décentralisée. Non, Je nouvellement, connais. c'est depuis 2014. C'est nouvellement. C'est même pas encore 10 ans. Non, mais c'est toutes les provinces ont Je dis que c'est subi nouvellement. cette Nouvellement parce que transformation. c'est la nouvelle élection créée en mandat plein, c'est à partir de 2018. Ça veut dire que c'est nouvellement. Le reste, là, c'était vraiment l'apprentissage. Moi, je viens de l'arrière-pays. Nous, on attend du concret. Bah, par exemple, Fayoul à Lobibo. Ah, Mouzito à Lobibo. Ah, ok. Mais ils sont là jusqu'à aujourd'hui dans le terrain de cuisine, si je peux dire ça. Qui va saisir, qui va faire cela? Oh, bah, c'est rien Kabila. Ils ont un Kabila tête. Ils ont pas ça. Ça, c'est la distraction. Je pense que moi, le conseil que je demanderais, en tout cas, à nos frères, d'arrêter de distraire nos populations. Si vous voulez aider le Congolais, faites l'opposition qui va nous aider le Congolais à comprendre que non, Bazo peut s'aider mon sous. Vous critiquez, c'est bien, mais où sont les propositions que vous donnez? D'attirer mon proposition. Très bien. On a terminé cette émission, M. Blanchard. Maître Blanchard, allez-y. Je pense que... Alors, la question, par contre, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez établir, ça va être difficile pour vous, votre rang, ça vous empêchera, mais est-ce que vous pouvez établir une différence entre Mouzito, gestionnaire, et Fayoulou, supposé gestionnaire? Pourquoi je dis supposé? Puisqu'il n'a jamais géré. Mais entre les deux, quand vous êtes avec M. Mouzito et quand vous êtes avec M. Fayoulou, qui de deux dégage de la gestion au sens propre, qui connaît au moins où on amène le pays, où il peut amener le pays? Non, ce sont de deux grands leaders qui maîtrisent ce qu'ils sont en train de faire pour l'intérêt de notre peuple. Et je crois qu'ils sont tous responsables. Le peuple compte sur eux et ils doivent ils vont aller ensemble. Je crois que ça sera pour l'intérêt de notre peuple. Mais je voudrais revenir quand même à ce que j'ai entendu de mon co-débatteur. Il dit on est fatigué d'entendre. Non, on ne peut pas être fatigué de rappeler, de faire une réalité. Vous êtes aussi pasteur, je l'ai entendu. Oui, il est pasteur. Voilà. Pasteur d'une très grande communauté. Vous prêchez la Bible. La Bible ne date pas d'aujourd'hui. La Bible renferme le fait historique de ce qu'on a vécu, de ce qui a été à l'époque de Jésus et avant. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de rappeler qu'aujourd'hui, si nous sommes là, la crise actuelle, entre autres, c'est parce qu'il y a eu problème en 2018, les élections n'ont pas été organisées selon que le texte et le peuple le voulaient. Et malheureusement, le résultat, c'est tout autre. Nous sommes en train de subir les conséquences. Conséquences, s'il vous plaît. Mais maintenant, parlons de la question de la Mouka. Il faut savoir que Adolphe Mouzito, c'est un homme constant. Adolphe Mouzito est un ancien du Palou.
À l'époque, en tant qu'inspecteur de finances, il y avait l'impair avec toute l'opulence que Mobutu et les impairs avaient. Il n'a jamais quitté le Palou, alors que Gizenga, à l'époque, s'est retrouvé en exil. Il était toujours Palou. Il est resté jusqu'à devenir député de la transition, ministre du budget, premier ministre, toujours Palou. On le chasse du Palou. Il n'a pas quitté les Palous. On l'a chassé du Palou parce que justement, il a démontré à ses pairs du Palou que M. Kabila ne voulait pas marcher selon, premièrement, la vision qui avait été tracée à Sun City et selon l'accord tel que ça a été signé entre lui et Gizenga, selon qu'il fallait respecter le besoin, la volonté du peuple. Et c'est comme ça qu'il crée le parti Nouvel Élan. Aujourd'hui, il est là et je pense que le peuple l'accompagne par rapport à cette vision. Mais puisque vous parlez de propositions, pas plus tard qu'hier, je veux même nos amis de la 10e rue applaudir parce que Mozitu a dit que aujourd'hui il y a en tout cas augmentation embellie dans les finances publiques, la fiscalité, tout ça. Mais ça c'est une proposition. Parce que lorsqu'il vous dit le fait d'avoir augmenté les recettes, ce n'est pas en tout cas un satisfecit où vous ne devez pas vous en féliciter outre mesure. Par contre, vous devez commencer par voir la procédure. Est-ce qu'il faut rentrer au niveau du législateur pour qu'il donne de nouvelles orientations en ayant un budget consolidé, de manière à voir ce que vous allez faire avec ces surplus qui s'est ajouté. Ça, je crois que c'est une proposition de détail. Et merci. Ça, les gens qui ne parlent pas État, les gens qui font la politique par rapport aux individus, pensent que Monsieur Muzito a rallié Monsieur Tshisekedi. Pas du tout. Monsieur Muzito, c'est un homme d'État qui débat État, qui parle État, et il pense que demain, Monsieur Tshisekedi ne sera pas là. Lui, il sera là comme président de la République. Il devra se contenter aussi. Est-ce que Monsieur Muzito est prêt à travailler avec Tshisekedi? Non, mais dans le cadre de ces gouvernements, déjà, je dis non, parce que nous considérons que ces gouvernements est le fruit de la tricherie. Mais Monsieur Tshisekedi, comme homme politique, n'est pas l'ennemi d'Adolphe Muzito. Comment un gouvernement fait de la tricherie peut avoir des bons résultats comme ça? Regardez l'écran, s'il vous plaît, Maître Blanchard. Vous pouvez lire Lamuka, divorce ou? Non, c'est juste des agitations de amis qui ne comprennent pas la politique, libre à eux, mais Adolphe Muzito et nous autres, Martin Fayoulou, je vois Devos Kitoko, nous qui comprenons la politique, nous sommes là pour les accompagner à atteindre l'objectif que le peuple attend de. Donc les agitateurs, ils sont libres de s'agiter, nous continuons le combat. Merci beaucoup, cher gouverneur. C'est moi qui te remercie, Christian. Je rappelle que vous êtes gouverneur honoraire de Nord-Ubangi, du Nord-Ubangi. Vous êtes pasteur d'une très grande communauté et vous avez quelquefois des dons de prophétie. Pas quelquefois, assez souvent d'ailleurs. J'aurais aimé entendre le gouverneur nous faire ne fût-ce une sorte de statistique de ce qu'il a laissé en province. Bon, ça serait un autre jour. Puisque je serai là dans quelques mois. Moi, il y en a plein. Bon, il y en a plein. On en parlera. Il y en a plein. De l'emploi créé, des constructions de centres. Partant de quel budget votre... J'aurais aimé ces débats-là. Malheureusement. Vous êtes prêt à faire ces débats-là de votre gestion? Every time. Et si nous sommes linguistes pour prêt pour le problème congolais vérité Mayoka. Très bien. Le couteau de titre l'ennemi. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Merci beaucoup, Maître Blanchard. C'est à moi de vous remercier. C'est un grand honneur pour moi de vous avoir aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Nouvel Élan, le parti cher à monsieur Muzito. Je demande, est-ce que je peux recevoir monsieur Muzito? Parce qu'il est passé dans un média local, donc il peut passer chez nous aussi, non? En tout cas, il n'a aucun problème. Il est d'ailleurs, vous savez qu'il est fréquentable. Ça dépend des agendas. Si ton agenda et son agenda concordent, il peut vous recevoir. Il n'y a aucun souci. C'est pour l'intérêt de la République. Mesdames et messieurs, c'en est fini. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle le sujet. On a parlé de l'état des sièges, le bilan Fachi. Nous avons aussi parlé de la Mouka, cette guéguerre qu'il y a au sein de la Mouka, et vous avez donc entendu de la voix, donc de la bouche du secrétaire général de Nouvel Élan. M. Muzito et Fayoulou n'ont pas de problème, seulement M. Muzito ne va pas accompagner M. Kabila dans cette quête comme veut le faire M. Martin Fayoulou. Voilà, on se rencontre très prochainement. Qu'il y ait la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.